premier point, c'est qu'est-ce que veut dire réindustrialisation d'un territoire? Le deuxième point, c'est est-ce que les PME, et notamment par rapport aux énergies renouvelables en mer, ont véritablement leur place quand il y a de grands groupes industriels qui sont déjà implantés sur des territoires et qui, par définition, sont des grands groupes industriels qui répondent à des grands marchés, et ces grands marchés peuvent se déplacer. Et on le voit aujourd'hui avec General Electric. General Electric en tant que tel n'est pas coupable de s'appeler General Electric, donc maintenant GE Vernova, mais c'est un monde capitalistique, effectivement, et une industrie, quelle qu'elle soit, elle va vers le marché. Et enfin, la troisième chose, c'est comment peut-on relier le monde de la recherche, le monde de l'industrie, le monde de la réindustrialisation, et quelles sont les décisions de votre point de vue, tous les trois. Et il y a Marie Lapointe aussi qui se trouve au Québec. Les écosystèmes se sont créés autour de l'hydroélectricité avec notamment les grands travaux de la baie James qui ont commencé dans les années 50, 60, 70. Et cet écosystème-là, il s'est créé par du génie conseil qui s'est développé, donc à travers des partenariats stratégiques. Des partenariats stratégiques avec des firmes de génie conseil qui sont devenues parmi les plus importantes au monde et qui se sont mis à exporter même leurs services partout, des entreprises de services. Donc, on pourrait même dire qu'aujourd'hui, le cluster d'électricité, il est au Québec. Donc, on a plein de manufacturiers, on a plein de firmes de génie conseil qui donnent des services à la société d'État et aux communautés, mais pas seulement, qui en donnent aussi dans le reste du Canada et aux États-Unis et même ailleurs dans le monde. Vous êtes à des échelles différentes, totalement confrontés à ce monde-là. Comment vous y parvenez? Quels sont vos besoins et quels sont vos conseils? Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour pouvoir voir d'où vous parlez? Vous avez commencé à le faire. Oui, alors du coup, Marion Morisseau, je suis plongeuse scaphandrière sur toutes les installations maritimes et portuaires subaquatiques. Et surtout avec le scaphandre et les pieds lourds, c'est ça. C'est trop cool. Donc je passe tous les 3 heures par jour minimum sous l'eau à faire des installations. Et notamment du coup les éoliennes de Saint-Nazaire avec le tirage de câbles et la pose de la structure subaquatique. La sous-station de Fécamp, l'extension de Monaco sur la mer, et qui sont que des ouvrages qui sont éco-responsables dans le sens où toutes les mesures ont été prises dans le respect le plus total de l'environnement, dans le maximum. Et ça, c'est super important parce que je suis une grande amoureuse des océans et du coup, j'arrive pas à faire autrement, à mener des actions ou à mener des projets autrement qu'en respectuant du coup tous les écosystèmes qui vivent sous l'océan. Et donc du coup, en parallèle de mon métier, qui est assez atypique parce que je suis aussi une ancienne plongeuse de la Marine nationale, ça a énormément intéressé les médias. Et donc, lors d'une interview un petit peu plus intimiste, ils ont découvert du coup mon style de vie autour des algues, où dans ma famille de marins-pêcheurs, on mange et on consomme des algues pour notre santé, en fait, pour notre bien-être et que ce soit pour la peau comme pour l'intérieur. Et donc, du coup, de cette émission-là est née la volonté des gens qui me suivaient sur Instagram d'essayer les soins. Et donc, j'ai créé la marque de cosmétiques Mon Miracle, qui, elle aussi, a été faite à ma façon, c'est-à-dire dans le respect le plus total des océans, avec des ingrédients récoltés en plongée sous-marine, pour ne pas déranger la biodiversité, avec des formules totalement clean et respectueuses des océans, des emballages conçus à partir du plastique récupéré sur les plages, une distribution à vélo ou en véhicule électrique et le réemploi des emballages. Donc pour moi, je pouvais dormir sur mes 2 oreilles avec ce cycle-là. Mais en allant au-delà, puisque du coup, après 6 années de recherche et développement, j'ai lancé l'activité au mois de janvier. Ça a été un parcours du combattant. Mais l'activité fonctionne très bien. Ce sont des produits où j'ai une très belle clientèle. Et donc, du coup, je suis en phase de développement de l'activité. Et donc, je récolte mes algues au Sable d'Olonne sur des gisements naturels. Sauf qu'au Sable d'Olonne, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de bancs de sable. Et donc, l'objectif, c'est pas du tout d'épuiser la ressource, mais au contraire de l'améliorer ou de faire en sorte de faire bien les choses, en tout cas de le faire de manière très consciencieuse. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, déjà,
déjà, là, pour rentrer dans cette activité de récolte des algues, c'était déjà le parcours du combattant. Parce que justement, il y a eu 2 années de consultation avec tous les acteurs du milieu pour savoir si je pouvais m'intégrer, si mon activité s'intégrait dans l'activité maritime du littoral, parce que du coup, c'est des algues qui sont récoltées entre 4 mètres et 18 mètres, donc ce sont aussi des zones de pêche. Et donc typiquement, j'ai eu des très gros conflits avec les comités de pêche qui voyaient mon activité comme une activité néfaste, alors que moi j'arrivais en me disant mais c'est magnifique, je vais entretenir ça comme des jardins sous-marins. Néfaste pour les écosystèmes ou vous alliez gêner leur travail de pêche? Eh bien finalement c'était juste que j'allais gêner leur travail et du coup leur temps de pêche. Et donc du coup, voilà, je me suis clairement pris dans la figure que leur activité se portait déjà très mal et que du coup, moi, j'allais aussi accentuer leurs problématiques en venant prendre du temps sur des zones de pêche qu'ils fréquentent régulièrement. Donc, waouh, j'étais le vilain petit canard qu'il fallait absolument éjecter de la Réunion. Donc heureusement que je suis issue d'une famille de marins-pêcheurs et que j'ai eu leur soutien et que du coup, quand je me suis levée, que j'ai tapé du poing et que je me suis rebellée, du coup, ça a suivi aussi derrière. Et donc du coup, je me suis quand même pris la réflexion de toute façon, on nous consulte, mais de toute façon, derrière, il en sera rien et elle arrivera à aller au bout de son projet. Dieu merci, j'y suis arrivée. Mais par contre, c'est pas tombé non plus dans l'oreille d'une sourde. Je me suis dit, pourquoi pas aussi penser à une façon différente de faire les choses et au lieu de prélever que sur la ressource aussi, de créer des récifs artificiels sur lesquels cultiver les algues. Donc, une idée qui est de premier abord comme ça très bonne, sauf que c'est pareil. Même combat, en fait, c'est hyper compliqué. Ils ne savent pas dans quelle catégorie me mettre juridiquement, administrativement. C'est de l'aquaculture. Ok, c'est de l'aquaculture, mais quelle zone est propice? On m'a parlé, parce qu'il y a des débats scientifiques aussi, parce qu'il y a le CEVA, il y a beaucoup d'organismes qui sont autour de la table. On a à chaque fois une vingtaine en tour de table de réunion et on se réunit régulièrement depuis déjà 1 an et demi. Et en fait, on me parle de consanguinité des algues. Il y a beaucoup de sujets qu'on ne se pose même pas à nous-mêmes, finalement. Mais en tout cas, sur la biodiversité sous-marine, c'est des sujets qui sont super importants. Et je trouve ça un petit peu absurde. C'est vraiment très compliqué. Hein. Vraiment très, très compliqué de mettre en place des choses qui sont simples comme ça, de prime abord, puisque c'est naturel, en fait. En plus, ce sont des récifs artificiels en béton pH neutre, qui ont été designés avec des formes spécifiques et une espèce de porosité de manière à ce que les algues soient bien accrochées dessus. Il y a une petite courbe tout le long des récifs artificiels pour accrocher les petites cordelettes avec des spores qui ont été prélevés dans l'élément naturel et qui du coup sont reproduits en nurserie et après sont accrochés sur les récifs artificiels. Donc c'est absolument naturel. Il n'y a aucun impact, si ce n'est des impacts le modèle bénéfiques. est sur ton stand. Oui, il y a une petite branche sur le stand si vous voulez aller la voir après. Sur le pod. Ouais, sur le pod. Et ça paraît simple, mais pourtant c'est d'une complexité atroce. Et je suis soutenue par les Sables, ça c'est super important. Je suis soutenue par la ville, donc les Sables d'Olonne Développement, qui m'accompagne à toutes les réunions. Donc ils sont d'un grand soutien quand il le faut. Et puis aussi, mais malgré tout, eux m'ont prévenu que ça allait prendre énormément de temps. Parce que sur la Vendée, c'est un territoire où il n'y a pas encore le marché des algues. Donc déjà, il m'avait prévenu que ce serait long pour faire entrer cette activité. Ça aurait été en Bretagne, ça aurait été facile, parce qu'il y a des clusters qui se sont mis en place, il y a beaucoup de réseaux, beaucoup de retours d'expérience, et localement, ils savent comment faire. Mais chez nous, il y avait tout à créer, donc du coup, ça a été d'une complexité terrible. Et là, c'est reparti encore pour un tour. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer, mais en effet, faut aller. Je pense qu'il ne faut pas abandonner et continuer à aller dans ce sens-là, parce que c'est vraiment des solutions d'avenir qui sont à la fois avec multibénéfiques, que ce soit pour l'océan, ça crée des puits de carbone, ça crée des refuges pour la biodiversité,
Et puis les algues, c'est tellement riche de nutriments et de minéraux que ce serait trop dommage de s'en passer. Quand on parle d'épuisement de la ressource des poissons, on parle de problèmes à avoir de la viande, des poulets, des machins. Enfin, tout est compliqué sur le plan alimentaire et les algues contiennent tous ces nutriments. Donc ce serait dommage pour l'avenir de se priver de ce genre de solution. Après, c'est vrai qu'en termes de planning, on n'est pas dedans du tout. Et là, je vous rejoins tous, c'est terrible. On n'est pas du tout, c'est tellement long que... Est-ce qu'éventuellement on peut avoir une question de la salle ou tu préfères qu'on les fasse tous après? Tout à fait, tout à fait. Ah, Mélissa? Je voulais peut-être mentionner qu'au Québec, c'était peut-être un peu moins compliqué. En fait, nous, au port, on a aménagé des récifs artificiels et on va en aménager d'autres qui sont plus en zone intertidale. Là, présentement, on en a fait en zone subtidale, des récifs de laminaires, donc avec des formes pyramidales, avec des trous pour la faune. Puis c'était vraiment dans notre cas, un habitat de compensation pour des infrastructures. Et puis, la seule chose qu'on avait besoin, c'est d'un permis de pêche chez Océan Canada, donc qui régit toutes les pêches. Et ça n'a pas été si compliqué au Canada d'avoir des récifs artificiels. Les algues, c'est vrai que c'est l'avenir, on le dit toujours. Hein. Par rapport à l'Asie, on ne mange rien en algues, alors qu'on a tout ce qu'il faut. Simplement, ça pose quand même quelques petits problèmes. Nous, on les replante, c'est pour restaurer le milieu, hein, essentiellement. Et donc, c'est de la laminaire hyperboréa. Mais c'est vrai qu'on peut aussi les cultiver, pas forcément en mer, parce qu'il y a un problème de propriété. La mer, c'est un bien commun. Et donc, mettre soi-même ces récifs artificiels pour récupérer ces laminaires, ou ces dulcés, etc., ça me semblerait plus compliqué. Par contre, on peut très bien, dans des bassins existants, soit de mythiculteurs, soit de sériculteurs. Mythiculteurs, ça marche bien parce qu'en fait, ils ont 6 mois où ils ne s'occupent pas tellement de leur bassin. On peut très bien élever des algues. Ça s'est fait sur le Cambu royal en particulier, hein, la Saccharina latissima. Et là, à ce moment-là, c'est de la propriété individuelle et on peut après faire ce qu'on veut. Mais vous vous rendez compte que c'est absurde parce qu'on va aller mettre ça dans des bassins hyper énergivores dans lesquels il va falloir entretenir l'eau, alors que c'est libre et qu'on on a un océan pour pouvoir cultiver ça. Enfin, si on va devoir douce, utiliser des surfaces terrestres alors qu'on manque de place. Typiquement, pour trouver des locaux sur le littoral, c'est une catastrophe. Et en plus de ça, on va mettre ça dans des bassins qui vont demander de l'énergie, il va falloir surveiller, analyser l'eau, etc. Non. Alors qu'on a un espace naturel qui le permet. Pas du tout. Il y a deux opposants. Pas du tout, non. non, mais ce n'est à terre, par exemple, les viticulteurs qui mettent leur moule dans un bassin, ils l'ont rempli avec de l'eau de mer où ils ont analysé la salinité essentiellement. Mais si vous êtes sur du littoral avec des risques de pollution locale qui sont importantes, parfois en turbidité, etc., des apports de fleuves, ça risque d'avoir des gros problèmes sur votre culture. Tandis que dans un bassin, on maîtrise quand même beaucoup plus de choses, quoi. Et là, c'est des bassins existants. C'est complémentaire d'une activité qui est la mythiculture, qui fonctionne de juillet, en gros, de juillet à novembre. Avant, ça ne fonctionne pas. Ces bassins sont libres. On mettra en contact les différentes filières complémentaires, absolument. Peut-être, si les réflexions se lancent. Mais il y a une vraie question quand même sur le droit d'innover dans ces espaces et de développer des filières industrielles dans une démarche qui est aussi à volonté d'être aussi respectueuse, régénératrice et qui est bloquée par des industries qui, elles, ne le sont pas nécessairement. Et donc, si un nouveau monde doit voir le jour, faudrait-il encore que quelqu'un l'aide à accoucher et que... Ouais, ça pose des questions de droit, mais qui sont peut-être vraiment à traiter, à réfléchir. Le droit n'est pas une ressource naturelle, donc même si elle a l'air de se développer avec les années de manière très, très puissante. Est-ce que vous vouliez rebondir sur une question peut-être Du coup, ça permet de poser une question aux Québécois aussi, parce qu'au-delà du droit, il y a quand même une question de rapport de force, hein, on va quand même être très clair. Je ne sais pas si au Québec, vous avez la même distinction qu'en France, mais en France, les métiers de la mer sont répartis en 2 écuries. La famille pêche et élevage marin, CNPM, CRPM, EM à chaque fois, et puis la filière conchiliculture, CRC. Donc, dans le cas des algues, en fait, la première phase, c'est des algues en milieu naturel, donc c'est de la pêche.
Donc en fait, ça ne regarde que le CRPM, et ça se passe dans des espaces de planification maritime qui ont été arbitrés en faveur du CRPM vs le CRC. À partir du moment où on va faire de l'élevage, ça a toutes les chances de basculer dans le CRC. Donc il va falloir attribuer des zones au CRC au détriment du CRPM. Et moi, en débat public, quand j'étais dans la salle, j'ai quand même entendu un président de CRPM dire tout le bien qu'il pensait de ses camarades à bottes caoutchouc qui ne sont pas des vrais marins, qui patati que la mer était à lui et ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même un rapport de force interne à deux professions, lobbies installées, enfin filières économiques plus exactement installées, arbitrées par une DG qui doit recouvrir les deux. Bon, bah, c'est interne à la DG, ils se débrouillent. Non, mais sur le terrain, en fait, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'au jeu du Monopoly de la mer, ce qui appartient au CRPM appartient au CRPM, ce qui appartient au CRC appartient au CRC, et que c'est une question diplomatique de très haut niveau que de commencer à piquer des surfaces de l'un pour les donner à l'autre. Et en fait, tout ça, c'est essentiellement donc, du droit, bien sûr, pour le traduire, mais beaucoup du rapport de force. Après, attention quand même aux... Enfin, ça peut dire que ce soit impossible, hein, mais ça rejoint aussi ta question. Quand on va chercher des solutions artificielles, et c'est pour ça que les bassins qui sont déjà construits sont quand même pas inintéressants. Si on fait de l'artificiel là où on a déjà des jetés portuaires, why not? Si on est en compensation d'impact, pourquoi pas? Mais si on prend une zone naturelle 30 ou 10%, dont je me suis déjà fait un peu incendier tout à l'heure parce qu'elles ne sont pas assez efficaces pour aller couler du béton dedans, enfin, vous voyez, donc c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut mesurer. Et puis le puits de carbone, petite question, c'est-à-dire que c'est du béton sans aucun carbone, c'est du béton sans clinker, enfin, quel est le bilan carbone du béton déjà qu'on coule? Et puis le puits de carbone suppose que les végétaux restent ad vitam aeternam et que le carbone, alors si on va les sortir pour les exporter du milieu, le carbone il va repartir. Enfin, donc on a une pompe, oui, un puits, ça se calcule de près quand même. Alors, par où commencer? Déjà, en fait, ce sont des puits de carbone naturels. Alors déjà, c'est un béton pH neutre. Donc déjà, il a été étudié de manière à ne pas avoir de chimie à l'intérieur. Il a été rincé également. Et donc, du coup, il n'y a pas de transfert déjà. Enfin, ça a déjà des études qu'on a déjà menées sur toute la précédente saison. Pour voir justement s'il n'y avait pas de particules chimiques qu'il y avait dans l'algue, parce que l'algue récupère absolument tout en fait. Elle capte le CO2, elle capte les métaux lourds, elle capte tout et elle le garde à l'intérieur d'elle. Mais du coup, l'objectif aussi, c'était de savoir si ce béton pH neutre aussi avait un impact sur l'algue qui était cultivée. Donc ça a été validé. Donc non, ça c'est OK. C'est un béton qui est propre pour l'environnement. Donc ça, typiquement, maintenant qu'il y a ce type d'innovation qui existe, que j'ai découvert, moi, sur le salon Biomime Expo, où il y a énormément de fabricants qui, du coup, présentent aussi des innovations sur des matériaux beaucoup plus éco-responsables et inspirés de la nature. Ce type de matériaux-là, par contre, pourrait parfaitement être utilisé sur des fondations d'éoliennes ou sur des choses comme ça. Typiquement, demain, moi, on me dit, vous êtes autorisé à aller récolter vos algues sur les pieds des éoliennes. Il y aura automatiquement quelques années de recherche, au moins une période de recherche pour savoir si les algues qui poussent dessus vont être propres à la consommation ou pas pour nous. Ça veut dire que si nous, on ne peut pas les consommer, les poissons quand même les mangent. Donc bon, il y a quand même beaucoup de recherches et beaucoup d'incertitudes quand même, c'est vrai, dans ce domaine-là. Là où, du coup, je vous rejoins, c'est vrai que quand il y a des structures qui sont déjà existantes, c'est bien de mutualiser aussi les structures. Donc oui, ça c'est sûr. Mais l'objectif des récifs artificiels, c'est vraiment aussi de créer aussi un nouveau modèle. C'est sûr que c'est peut-être un peu utopiste de ma part parce que je suis une dingue, une passionnée des océans, mais aussi de par toutes mes expériences, je sais que quand on pose des gros récifs artificiels sous forme de bandes géotextiles, typiquement, ça va retenir un petit peu, ça va retenir le sable et ça va lutter aussi contre l'érosion du littoral. Quand on pose sur des zones où il y a déjà des récifs qui sont existants, parsemés par-ci et par-là, mais pas des gros blocs de récifs comme on a sur le plateau de Rochebonne ou des choses comme ça, vraiment juste des récifs un peu disparates qu'on a sur le littoral. Si on va y greffer des récifs artificiels de 5 tonnes en béton pH neutre sur des zones de bancs de sable ou presque vaseux sable, de manière à ce que ça ne s'enfonce pas trop non plus, mais sur des zones où il n'y a pas de vie,
et il n'y a pas d'écosystème existant, ça va aussi venir retenir et lutter contre l'érosion du littoral, en plus de créer des zones, des refuges pour les animaux, diversifier aussi, du coup, apporter de la diversification et des nouveaux écosystèmes. Alors, sans modifier les courants, sans modifier la structure naturelle en fait, du lieu. Merci beaucoup, c'est vraiment précieux d'avoir un exemple précis et de voir aussi ce dont on a survolé ce matin, mais à quel point toutes les problématiques qui sont liées à la mer sont multidimensionnelles et impliquent une quantité de connaissances scientifiques, d'ingénierie, voilà, c'est vraiment, on est au cœur de cette complexité. Et on sent aussi dans votre témoignage qu'il y a vraiment un espace maritime qui est un peu plein comme un œuf, qui est déjà plein d'acteurs, qui ont déjà plein de lignes de tension, qui sont tous amenés à se transformer, et que quand un nouvel acteur qui arrive avec une nouvelle démarche, c'est compliqué. Quel est votre regard là-dessus, Guy Jourdan? Est-ce que vous pourrez vous avez pas mal de casquettes différentes qui peuvent éclairer ce témoignage, et comment vous l'entendez un peu, en le généralisant un peu, logique des acteurs Moi, je voudrais revenir un peu sur... Peut-être une chose, Guy. Est-ce que là, tu as la casquette de président des réseaux des conseils de développement bretons? Non, je vais est-ce que tu as... Syndicaliste. CGT. Alors, donc, mandaté CGT. CGT, donc au Conseil national de la mer et des littoraux, et au Conseil maritime de façade NAMO, enfin Nord-Atlantique Branche-Ouest, où je connais pas mal de personnes ici qui y siègent aussi d'une façon représentant de l'environnement ou bien d'autres structures. Donc moi je tenais à revenir sur le fait que nous, en tant que syndicat, on prône un développement humain durable. Donc, et le développement humain durable, ça veut dire qu'on tient à l'homme, bien sûr, mais on tient aussi au social. Or, moi, même depuis le début de nos réunions, malheureusement, je n'ai pas entendu une seule fois le mot social. Et c'était pareil dans la stratégie nationale de la mer et du littoral. On a constaté au début, c'était écrit 2 fois, j'avais compté, le mot social. Or, on ne peut pas parler d'économie, d'environnement et puis de développement durable si on ne parle pas du social et des salariés qui travaillent. Donc, c'est quand même, on a réussi à introduire au fur et à mesure le mot social. On a réussi à marquer équité sociale, c'est pas ce qu'on voulait, on voulait de la justice sociale plutôt. Mais on voit qu'on a quand même un travail énorme aujourd'hui à faire comprendre aussi, c'est que on peut parler d'industrialisation, tout ça, mais si on ne parle pas de salaire, de conditions de travail, donc on est à côté de la plaque. Moi, et je pense que moi, j'interviens à chaque fois là-dessus. On me dit, oui, on va faire un effort, on va faire un effort. Et donc cette question-là des salariés, du social, comment c'est pris en compte, l'emploi, bien sûr, est derrière aussi. Je tiens à répéter que j'ai participé à toutes les réunions du débat public de Saint-Brieuc. J'ai entendu tout, au nom du Conseil économique et social à l'époque. J'ai entendu dire tant d'emplois. Au bout du compte, on s'est retrouvé avec, là je me rappelle, c'était 2000 emplois sur Brest, pratiquement, qui étaient prévus, ou en Bretagne plutôt, 1000 sur Brest. On s'est retrouvé avec une centaine d'emplois sur Brest provisoires. Bon, c'est mieux que rien, mais n'empêche que le reste a été construit ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des engagements qui sont pris ou des propagandes qui sont faites. Et à chaque fois, c'est au détriment du social. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, le modèle économique là, du futur parc éolien de Groix, par exemple, on nous parle de prix du mégawatt. Comme si le prix, c'était le seul truc intéressant. Ils sont à 85 € du mégawatt, je ne sais pas comment ils ont fait, comment ils vont faire, mais on n'a aucun modèle industriel. Rien ne nous dit où vont être construites les éoliennes, offshore. Hein. Donc, quel processus industriel. Donc ça veut dire qu'à un moment, dans les débats publics, nous, on a fait un cahier d'acteurs très clair là-dessus, donc avec Bretagne, Pays de la Loire, parce que je représente les deux, comment dire, on attend des réponses là-dessus. La région de Bretagne aussi dit souvent, on attend des retombées. Le terme retombées, j'aime pas non plus, mais je préfère un terme développement local, parce qu'en fait, c'est pas des retombées, on ne demande pas des miettes, on demande qu'il y ait d'être impliqué. Une industrialisation. Et on sait qu'on a du retard. Par exemple, sur Brest, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de structures, il faut le dire. Voilà. C'est pas réindustrialisé, oui. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Industrialisé dans une nouvelle filière, oui. Et donc, on voit bien que c'est une chance aujourd'hui. Si on le fait bien, on peut faire à la fois des réponses sur l'environnement
on a aussi des propositions sur la taxe éolienne. Nous, on dit tout ce qui vient de la mer doit retourner à la mer. Donc aujourd'hui, il y a une répartition quand c'est dans les zones littorales, c'est aujourd'hui ce qui voit le parc et tout ça. Dans le futur, on ne les verra pas, peut-être des parcs. Donc il faut trouver un autre mode de répartition. Et il faut que ce soit vraiment décidé. Par exemple, ça peut aider à la décarbonation de la plage, ça peut aider à tas de choses, mais il faut que ce soit décidé localement aussi, il faut que ce soit discuté localement, pas par des grandes autorités. Et c'est pour ça qu'on prône aussi un peu ce qu'on a discuté ce matin avec les conseils de développement. On propose qu'il y ait des structures locales qui soient mises en place, comment dire, au niveau des territoires. En Bretagne, il y a 8 pays maritimes, par exemple, dans le cadre du FEAMPOC, qui ont des commissions de mer littorale où les gens travaillent ensemble. On peut le faire mieux encore, donc, mais il faut développer ces structures, mais il faut une volonté politique locale aussi, qui est à construire. Hein, mais voilà, nous, on a un peu notre position et qu'on défend à chaque fois, mais on trouve, je dis, des alliés aussi. Hein. On travaille ensemble sur les associations environnementales. On a réussi à faire, même y compris dans la SNML, on a réussi à introduire une vision, parce qu'elle n'existait pas. On s'est retrouvé avec une stratégie qui était faite là, je ne sais pas qui l'avait écrite, mais on l'a améliorée, en tout cas, sérieusement, entre l'environnement et social. Donc ça a donné un peu mieux, mais bon, on voit bien que la coupure, elle est quand même très forte aujourd'hui entre le national, la façade, le régional est un peu plus impliqué. Après, bon, il y a des groupes de travail, mais on voit bien qu'il manque une échelle locale, c'est évident. On a une vidéo de Anne-Marie Cuesta que l'on pourrait peut-être passer, mais après. Il y a juste une question peut-être que je pourrais poser. Tout à l'heure, parmi les 3 thématiques, il y a quand même la place des grandes entreprises et la place des petites entreprises et des ETI dans toute cette chaîne industrielle qui doit se créer. Et là, je parle simplement par rapport à un parc éolien en mer. Quel est l'état aujourd'hui de ces réflexions et quelles sont les demandes réelles des territoires? Les territoires demandent que d'abord qu'il y ait vraiment un développement local, et ça peut passer que par une nouvelle répartition. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est 75%, le dernier parc, c'est 75% le prix, et 30%, enfin, tout le reste pour le social et l'environnement, ça ne fait pas beaucoup, quoi. Nous, on dit qu'il faut descendre à 50% pour le prix, ce qui se passe d'ailleurs en Allemagne maintenant, hein, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des appels d'offres infructueux, parce que notamment le prix, plus on baisse le prix, c'est les conditions après comment on fait, quoi. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous on dit que c'est aussi à 50% pour le prix et tout le reste c'est pour l'environnement et le social, c'est-à-dire de construire sur place, même si ça coûte un peu plus cher, mais ou alors on va acheter en Chine, hein, c'est pas, c'est ce qui risque d'arriver d'ailleurs, mais donc ça veut dire le local aujourd'hui, la région par exemple Bretagne a investi dans le polder de Brest, toutes les régions ont investi, s'il n'y a pas un retour. Je veux dire que c'est un rapport de force avec l'État. Hein. On sent bien aujourd'hui qu'il y a un rapport de force qui a créé aussi entre les régions et l'État sur les décisions, justement, c'est la répartition de ces appels d'offres. Après, l'égalité devant les appels d'offres, oui, mais ça veut dire que si c'est mal fixé au départ, forcément, c'est les grands groupes qui vont gagner avec aucune retombée locale, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que les régions ou les départements, enfin en tout cas les régions, doivent préparer les cahiers des charges pour les appels d'offres avec l'État? Ouais, moi je dis qu'on doit même nous préparer les cahiers des charges. C'est-à-dire, moi je veux que le public puisse intervenir aussi. Parce que moi je rappelle que ces parcs, ils sont payés par les prélèvements sur nos quotidiens, sur à la fois l'électricité, sur les énergies, mais c'est nos impôts qui payent les parcs. Je veux dire qu'ils sont payés, je veux dire après c'est remboursé par le mégawatt, mais c'est que le paiement final, il est quand même le citoyen qui paye. D'accord. Mais après, juste je n'en prends pas longtemps. Juste pour faire le lien avec l'exemple que je donnais tout à l'heure, là, quand on avait travaillé avec les collègues québécois sur l'île Dieu et les îles de la Madeleine, à l'époque, le conseil départemental de Vendée avait essayé de négocier. On était au moment de la concertation amont avec les candidats potentiels sur le parc éolien, et le conseil départemental avait essayé de négocier que ce soit des entreprises vendéennes qui soient retenues. Oui. Après, légalement, j'y connais rien, je ne sais pas du tout comment il peut y avoir ce type de préférence. Est-ce que c'est juste une sorte d'engagement moral, ou est-ce qu'il y a réellement des obligations? Je suis incapable de le savoir. J'ai pas bien saisi votre question. Ah, c'était pas, non, enfin, c'était une question indirecte. Disons, quand on avait travaillé sur la phase
la phase initiale des candidatures pour le projet de parc éolien sur l'île Dieu, en fait le parc des deux îles, là, entre l'île Dieu et Noirmoutier. Le conseil départemental, qui est en train de se construire. Hein. Oui, le conseil départemental de Vendée, à l'époque, avait négocié en fait avec les candidats potentiels, de manière à ce que, quand les entreprises existaient en Vendée, ce soit ces entreprises-là qui soient retenues en termes de sous-traitance pour le chantier. Ma question, c'était sur l'aspect juridique ou réglementaire. Je ne sais absolument pas si ce genre d'accord est une sorte d'engagement moral ou si c'est une véritable obligation. Là, je n'y connais rien sur le sujet. Par contre, on a vu le document. On a bien vu le document avec la liste des entreprises qui étaient... Mais qui était nommément, qui était nommé en sous-traitance, c'était nommé, il y avait une liste... Mais dans cet accord entre le candidat et le conseil départemental de Vendée. Oui, ça ne pose pas de souci quand c'est en sous-traitance, parce que ça relève après de la relation privée. Ce qui est évidemment plus réglementé, c'est l'appel d'offres direct, en fait, effectivement. Mais après, effectivement, en sous-traitance... Mais ça, c'était pour répondre on a régulièrement, sur tout projet... notamment sur les littoraux, des annonces de retombées pour le territoire, et notamment d'emplois qui sont souvent un peu surdimensionnés, justement, pour avoir une sorte d'acceptation du projet. Et puis, dans un certain nombre de cas, ces emplois qui sont réellement créés peuvent aussi échapper complètement au territoire, et c'est simplement des personnes qu'on fait venir. Et donc, c'était pour répondre à cet aspect-là. Par rapport aux retombées locales, par rapport au contenu local, effectivement, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, effectivement, les accords tacites, tout à fait. Il n'y a pas de souci, ça relève de la relation privée ensuite, effectivement. Mais ce qui est totalement réglementé, effectivement, c'est les candidats, les appels d'offres directs, en fait. C'est la préférence qui est interdite, oui, tout à fait. Oui, non, mais effectivement. Il suffit, pour la réponse des acteurs locaux, là, il suffit de regarder tous les cahiers d'acteurs qui sont produits, que ce soit pour le parc éolien de Groix, enfin de Belle-Île de Groix, ou les cahiers d'acteurs qui sont produits dans le débat public qui a eu lieu. Moi, je vois tous les acteurs régionaux, enfin même tous les acteurs industriels qui disent il faut qu'on ait un développement local, il faut trouver une autre solution, le prix ne peut pas être le seul critère. Et donc ça, ce sont les acteurs locaux qui parlent, c'est pas comme un syndicat ou c'est tous les autres. Donc vous pouvez lire tous les cahiers d'acteurs. Et après, sauf que le décideur, après, c'est l'État. Donc moi, j'ai jamais vu un cahier d'acteurs d'État. C'est un peu intéressant. Ça. Moi, je demande d'avoir un cahier d'acteurs d'État, parce qu'en fait, aujourd'hui, on demande un débat public dans les régions. Ça, on nous fait travailler. Répondez. On répond, il y a des cahiers d'acteurs, il y a un débat public, mais l'État ne dit jamais son plan stratégique, ses décisions aussi, et pourquoi c'est ces critères-là. Donc c'est la DGEC, je crois, qui fixe les prix. Non, mais c'est intéressant, mais je ne sais pas si Francis Bessire peut répondre à cette question. Est-il possible d'avoir un cahier d'acteurs d'État ? Oui, alors moi je ne voulais pas répondre à cette question-là, mais je trouve l'idée du cahier d'acteurs de l'État formidable. En revanche, il y a un pacte, le mot pacte, ce n'est pas moi qui l'invente, un pacte entre les industriels et l'État, ça s'appelle le pacte. Et dans le pacte, il y a un article qui dit « il faut du contenu local ». Ça aussi, c'est les mots qui sont avec les guillemets, le contenu local. Alors, dans le cadre du débat public, évidemment, les gens ont dit, ça veut dire quoi, contenu local? C'est un peu comme ZPF. Au fond, il y a des usines à mots, et ensuite, les gens disent, quelle est la définition du mot? Alors, on a posé cette question, ça fait partie des questions posées au service de l'État dans le cadre du rapport. Qu'entendez-vous par contenu local? Qui s'engage à quoi? Voilà, donc peut-être qu'on aura le 26 septembre ou un peu plus tard, peut-être qu'on aura une réponse à cette question. Mais sinon, dans le cadre des concertations continues qui prennent la suite du débat public, nous ne manquerons pas de reposer la question du contenu local. Voilà, contenu local, c'est local content, donc c'est bien un mot anglais, et c'est bien défini dans les appels d'offres européens, et ça concerne les personnes éloignées de l'emploi. Enfin, je veux dire, c'est pas un contenu local au sens où on entend. Territorial, quoi. C'est territorial, mais c'est un peu je sais pas comment dire, pas une bouée de secours, mais enfin, dire on va vous faire quelques emplois avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi. En insertion, effectivement. Ouais. Nous, ce qu'on demande, c'est un développement local. C'est pour ça, c'est pas des retombées, c'est pas des miettes, c'est un développement local.